Bonsoir tout le monde, enfin rebonsoir pour ceux que j'ai déjà vus. Je déclare ouverte la séance de ce conseil municipal. Je vais faire l'appel et énoncer les pouvoirs. Laurent Delaunay, présent donc, Brigitte Nabé-Girard, Thierry Dubreuil, Delphine Florarat, Gilles Bouey, Audrey Combier, Joël Massy, absent, excusé, à donner pouvoir à Régis Emerio. Audrey Gaborio-Nafrichou, Gilles Pruvot, Chantal Caro, Boucher Maryse, Philippe Girard, Gilles Pruvot, c'est déjà fait, Sarrazin Anne-Marie, Flao Serge, Thierry Diremer, Régis Emerio, a donc un pouvoir de la part de Joël Massy, Karine Largouet, Arnaud Gann, Philippe Brard, Marilyn Guiriec, Caroline Glise, Virginie Vidoretta, Clément Mézergue, Marilène Clément, absente, excusée, à donner pouvoir à Monsieur Malville, André Vessière, Sophie Carrère, Aline Fontaine, Frédéric Malville et Marc Boisseau. La séance est donc ouverte. Conformément à la tradition, je vous propose de désigner un secrétaire de séance en la personne de Clément Mézergue, le Benjamin de l'Assemblée. Merci Clément d'accepter. Je vous précise que le PV de la séance du 9 juin dernier était envoyé ce jour par courrier électronique, qu'a priori, de mon point de vue en tout cas, il n'a pas à être adopté étant donné qu'il est la retranscription fidèle au mot près de l'enregistrement du conseil donc le 9 juin dernier. Je le précise tout de suite pour faire suite à la remarque de Frédéric Malville l'autre jour. On modifiera en conséquence la disposition du règlement intérieur qui précisera donc que désormais toutes les séances seront enregistrées et que cet enregistrement servira de base pour la rédaction du PV. Des remarques peut-être sur le PV? Aucune remarque, très bien, je vous remercie. Je vais faire circuler le registre des délibérations de la séance du 9 juin dernier pour signature. Je rappelle que ceux qui avaient un pouvoir, et je songe à toi Audrey en particulier, doivent aussi signer à la place du conseiller qui était absent, en l'occurrence Marilyn. Et donc Marilyn, tu n'auras pas à signer ce registre. Le registre des délibés, où s'il vous plaît Valérie? Le registre des délibés, où il circule où? D'accord, très bien. On peut faire tourner ce papier. Merci. On va donc démarrer ce conseil municipal. Je précise immédiatement que conformément à l'article 3, je crois, je le dis de mémoire, l'article 3 du règlement intérieur, je vous demanderai à titre exceptionnel, si vous voulez bien, de bien vouloir délibérer ce soir sur une question qui n'était pas inscrite à l'ordre du jour initialement, et je précise que cette question que je vous propose d'examiner ce soir ne peut pas supporter de retard. Elle a pour objet une demande de subvention à formuler auprès du conseil départemental de la Gironde, le très précieux conseil départemental de la Gironde. Et j'ai appris vendredi que cette subvention devait être demandée, adressée au conseil départemental avant le 1er juillet, subvention qui concerne le fonds documentaire de la future médiathèque. Et donc je vous propose, si vous l'acceptez, qu'on examine cette question dès l'entame du conseil, conformément donc au règlement intérieur justifié par l'urgence, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Des objections à ce qu'on examine cette question? Très bien. Je démarre donc l'ordre du jour par cette demande de subvention au conseil départemental. Vous avez, sauf erreur de ma part, devant vous le projet de délibération. C'est bien ça? C'était fait, super. Vous avez donc ce projet de délibération qui vise donc à demander au conseil départemental de bien vouloir nous attribuer une subvention
afin de constituer le fonds documentaire, l'équipement informatique et l'équipement numérique de la future médiathèque. Oui, je crois que c'est mieux. Merci. Je vous demande donc de bien vouloir m'autoriser à adresser au conseil départemental cette subvention. Je précise que ce fonds documentaire qui concerne donc la future médiathèque va réclamer de notre part un investissement de 300 000 € étalé sur 3 ans. 300 000 € qui sont donc inscrits au budget primitif 2021, 2022 et 2023 en section d'investissement. Et sur ces 300 000 €, je le dis tout de suite, nous aurions droit, en tout cas si tout se passe bien, à un peu plus de 228 000 € de subvention, et le reste à charge en termes d'autofinancement serait donc de 71 000 € à la charge de la commune d'Izon. Donc sur 300 000, 71 000 pour nous et 228 000 de subvention. La première subvention que l'on réclame est donc adressée au conseil départemental, qui va jouer son rôle de garant de la solidarité territoriale en Gironde. C'est pour ça qu'il est très précieux, le conseil départemental. Est-ce qu'il y a des objections, des questions peut-être sur cette demande de subvention? Oui, merci de me donner la parole. Donc on découvre effectivement cette délibération et les montants. Donc de mémoire, effectivement, il me semble bien que le fonds documentaire initial que nous avions prévu était bien de 175 000 €. Mais par rapport à l'équipement informatique et spécialisé et numérique, il me semble que nous étions un petit peu au-dessus de ce montant. Donc je voulais savoir si ça correspond dans les 125 000 € à ce qui est précisé dans le point 2 de la délibération, à savoir donc les outils multimédia classiques, mais aussi innovants. Ou est-ce qu'il y aura une autre demande de subvention pour l'informatique? Non. Alors tout est inclus dans cette demande de subvention. Quels sont les équipements précis que l'on va réclamer d'ici 2021, 2022, 2023? Très sincèrement, celui qui le sait est un devin. J'ai une idée approximative de ce qu'on va réclamer en termes d'équipements informatiques et numériques, mais à ma connaissance, c'est pas ficelé. S'agissant de l'enveloppe globale, si cette enveloppe, si je vous suis, si elle a été diminuée par rapport à ce qui était initialement prévu, ce n'est pas mon initiative. Je n'ai fait que récupérer un dossier en fin de semaine dernière. Et je vous confesse très honnêtement que ce dossier était et demeure très mal ficelé. On aura l'occasion d'en discuter, de la médiathèque en général et de cette demande de subvention en particulier, mais du projet médiathèque en général. On aura très rapidement l'occasion d'en parler, mais j'insiste pour dire que, je n'ai pas touché donc à cette subvention. Donc si ça a été fait par ma prédécesseur, mais certainement pas par moi. Je récupère le dossier, et globalement, ce projet, tel que je l'ai récupéré en tout cas, souffre de quelques carences. Voilà, j'ai comme l'impression, et j'ai même eu la confirmation ce matin, que les cahiers des charges techniques en particulier avaient été rédigés un peu à l'arrache, pour ne pas dire sous pression, le tout avant les élections, pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étendre parce qu'elles seraient polémiques. Et cet empressement à rédiger les cahiers des charges techniques, on est en train de le payer en ce moment. Et je crains qu'on le paye quelques mois encore. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter en tout cas, parce que je vais évidemment avoir besoin de vos éclairages, si je puis dire, sur la constitution de ce dossier. Mais pour revenir donc à l'objet de la délibération, s'agissant de ce fonds documentaire, je répète que je récupère le dossier tel qu'il était prévu par ma prédécesseur, et je n'ai pas touché à une seule ligne s'agissant du plan de financement. D'accord, de toute façon, je n'ai pas eu le temps de regarder. Enfin, j'ai regardé rapidement mes notes par rapport à ce tableau. Bon, voilà, sur le fonds documentaire, je répète, j'avais bien le montant de 175 000, mais il me semblait bien quand même que sur le volet informatique, on était au-dessus, mais que peut-être que ça a bougé entre les notes que j'ai moi et ce que vous avez récupéré. Très bien. D'autres remarques peut-être? Bien, je soumets donc cette demande de subvention au vote. Je répète qu'il s'agit de m'autoriser à adresser une demande de subvention au bien-aimé Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde. Ce sont les modalités qui sont précisées donc dans cette délibération, et je passe donc maintenant au vote cette délibération. Qui est contre cette demande de subvention? On ne sait jamais. Non. Qui s'abstient?
Très bien, je vous remercie pour cette unanimité autour de cette demande de subvention à adresser donc à Jean Ludlez. Je passe donc au second point, premier point inscrit à l'ordre du jour, deuxième point qu'on examine ce soir, qui concerne la désignation des membres aux commissions administratives. Alors c'est la suite directe du dernier conseil municipal. Nous avons commis deux maladresses, ou deux incompréhensions. On va dire qu'il s'agissait de deux incompréhensions. La première relative à la commission communale des impôts et la deuxième relative à la commission d'appel d'offres. S'agissant d'abord donc de la commission communale des impôts, je suis membre de droit de cette commission. Et donc, je n'ai pas à faire partie des 16 commissaires titulaires qui doivent être désignés par le conseil municipal. Et un peu maladroitement, je me suis inscrit en tant que membre de cette commission alors que je l'étais de droit. Par conséquent, je vous propose de substituer à mon nom le nom de l'un d'entre nous. Et il n'est pas au courant, mais je propose que Gilles Pruvot me remplace comme commissaire titulaire dans cette commission communale des impôts. Avec beaucoup de flegme, Gilles Pruvot l'accepte. Premier nom donc Gilles Pruvot. Deuxième petite erreur, mais c'est une erreur de nom. Nous avons désigné comme commissaire suppléante Madame Caroline Dieremer, et en fait il s'avère que Madame Caroline Dieremer s'appelle en réalité Madame Caroline Peigné. Et par conséquent, je vous propose juste de modifier le nom. On passe donc de Dieremer à Peigné, donc ce sera Caroline Peigné, que j'appellerai toujours Caroline Dieremer, soit dit en passant. Avec votre accord? C'est OK pour tout le monde? Deux petites erreurs. Autre erreur, je le précise, donc s'agissant de la commission d'appel d'offres, la rebelote, je suis membre de droit de la commission d'appel d'offres que je préside comme toutes les commissions, et par conséquent parmi les membres titulaires, il convient de trouver une cinquième personne qui occupera donc les qualités de membre titulaire de cette commission d'appel d'offres, et je propose que l'on désigne comme membre titulaire de la commission d'appel d'offres Madame Delphine Flora, qui n'était pas au courant, avec votre accord. Delphine, c'est OK pour tout le monde? Super, c'est parfait, je vous remercie. Voilà une bonne chose de faite, petite erreur de corriger. Troisième question inscrite à l'ordre du jour. La création au tableau des effectifs d'un emploi à temps partiel, d'adjoint d'animation d'abord, et ensuite de 3 emplois d'adjoint technique, cette fois-ci à temps complet. Sont concernés donc deux services, le service périscolaire d'abord et le service technique ensuite, les services techniques ensuite. S'agissant de la personne concernée par le service périscolaire, il s'agit d'une personne qui est déjà employée chez nous depuis quelques années, sous un statut que je vais qualifier de saisonnier, qui est renouvelé régulièrement depuis 2 ans, qui vit donc depuis 2 ans dans une certaine précarité et qui satisfait parfaitement aux missions de service public qu'on lui demande. Et on se propose donc de la passer à 30 heures, 15 heures Cali, 15 heures ISON, c'est bien ça, répartition 15-15, 15 pour la Cali, 15 pour ISON. Et cette personne deviendrait donc agent intercommunal à hauteur de 30 heures. Et ça ferait donc un précaire en moins, si je puis dire, au sein de la maison, sans que cela nous coûte quoi que ce soit. Et s'agissant des services techniques, deux agents sont concernés, un aux espaces verts, l'autre au service bâtiment, qui sont présents dans nos services depuis janvier 2019. Je le dis de mémoire, et c'est contractuel, donc depuis janvier 2019, qui eux aussi connaissent une certaine précarité. Je vous propose donc de les basculer, si je puis dire, sur un statut de fonctionnaire stagiaire. Alors c'est pas encore le fonctionnaire total, mais de fonctionnaire stagiaire. Ils seront un peu moins précaires, et j'ajoute immédiatement que financièrement, cette opération est totalement neutre, pour des raisons techniques un peu compliquées à expliquer, mais enfin en tout cas financièrement elle est totalement neutre. Donc voilà, je vous propose donc de créer au tableau des effectifs un emploi à temps partiel d'adjoint d'animation et 3 emplois d'adjoint technique à temps complet. Y a-t-il des questions d'abord? Et puis ensuite je passerai cette question en vote. Pas de questions? Cela convient à tout le monde peut-être, on verra. Qui est contre cette création de poste au tableau des effectifs? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité au nom de nos agents. Autre sujet à l'ordre du jour, qui concerne toujours le personnel, qui concerne plus précisément la prime qu'on a appelée
de manière un peu triviale peut-être, la prime exceptionnelle Covid-19. Vous le savez peut-être, un décret du 25 avril, la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et le décret du 14 mai 2020 permettent au conseil municipal, permettent au maire et au conseil municipal de verser aux agents communaux qui ont été présents pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui ont été présents et qui donc ont assuré ce service minimum, qui ont pris des risques, certains plus que d'autres, permet donc d'attribuer, de valoriser l'investissement et le surcroît de travail de ces agents et par conséquent de leur verser une indemnité. Je vous propose d'abord d'adopter le principe de verser une indemnité à ces agents et vous le savez peut-être, il est possible de verser une indemnité jusqu'à 1 000 €, indemnité qui est exonérée d'impôts et exonérée de cotisations sociales. Et on a fait le choix entre 3 possibilités. On a fait le choix qui était discuté en commission RH. On a fait le choix donc de retenir la simulation la plus favorable au personnel concerné. Et le total des indemnités, des primes exceptionnelles Covid-19 qui seraient versées à 65 salariés nous conduirait à un total de 14 500 € à répartir entre 65 agents avec des modalités distinctes en fonction du risque qu'ont pris ces agents. On a distingué grosso modo 3 catégories d'agents qui ont pris 3 catégories de risques et l'idée c'est de dire plus les agents ont pris des risques et plus l'indemnité journalière, la prime exceptionnelle Covid-19 versée à ces salariés est importante. Je vous propose donc d'abord d'en discuter si vous le souhaitez. Je crois savoir qu'il y a eu unanimité en commission RH, c'est bien ça. Donc je crois que tout le monde a pris connaissance des modalités de versement de cette indemnité. Il semblerait qu'il y ait consensus sur le sujet. Avez-vous néanmoins ce soir des questions du côté de l'opposition en particulier ou d'autres au sujet de cette prime Covid-19 qui une fois encore est là pour remercier les agents d'avoir assuré le service public en cette période si particulière? Pas de questions? Très bien, donc je vois que tout le monde est pressé, c'est parfait. Je passe donc cette prime exceptionnelle Covid-19 au vote. Qui est contre le versement de cette prime et les modalités de versement de cette prime? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie une fois encore au nom de nos agents pour cette unanimité. Autre point à l'ordre du jour, le droit à la formation des élus. Alors, vaste sujet, on se propose de faire de la formation des élus un sujet important, en particulier pour les nouveaux élus. Alors, il y en a moins en face que chez nous. Mais j'invite les élus à suivre des formations, en particulier en début de mandat, mais j'ai presque envie de vous dire que cet effort de formation, il faut le maintenir tout au long du mandat. Et on a fixé comme axe prioritaire de formation pour l'année 2020, on a fixé comme axe prioritaire des formations qui concernent la gestion et l'administration d'une collectivité locale d'une manière très générale, le statut de l'élu, le fonctionnement du conseil, les pouvoirs de police, les responsabilités des élus. Dit plus simplement, on se propose de se former tous autour des fondamentaux de notre mandat. On a prévu d'allouer un crédit de 5 000 € de formation, je crois, au budget primitif 2020, dans le cadre des frais de formation des élus. Alors, c'est pas quelque chose qui est prévu par la loi, on n'invente rien. De mémoire, sous le budget 2019, c'est une enveloppe de 4 000 € qui avait été prévue pour la formation des élus. Mais sauf erreur de ma part, sur les 4 000 € qui avaient été prévus au budget primitif 2019, seuls 15 € ont été dépensés. Donc, dit plus simplement, en 2019, il n'y a pas eu de formation. Certainement que la majorité sortante était parfaitement formée. Ah, ils l'ont pris sur le DIF. C'est l'explication. Monsieur Malville, je vous en prie, allez-y. Mais vous venez de donner l'explication. Il y a le DIF, le droit à la formation des élus, qui est un droit qui ne coûte rien à la commune, qui est pris en charge par un pourcentage sur nos indemnités. Oui, et je vous encourage à le faire, à faire preuve par le DIF, y compris par toutes les formations gratuites qui sont données par l'AMG. Oui, parfaitement. On aura recours au service de l'AMG, pas qu'au service de l'AMG, j'imagine. Et évidemment, on fera jouer notre droit individuel à la formation. En plus
du crédit de 5 000 € qui était alloué. Si on peut se passer de le dépenser, on va évidemment éviter de le dépenser, mais croyez bien qu'on on a soif de formation quand on démarre un mandat à la place qui est la nôtre. Voilà, et je pense très sincèrement qu'on aura besoin de ces formations, et je l'espère tout au long du mandat. Y a-t-il des questions ou des remarques au sujet de ce droit à la formation des élus et de cette enveloppe allouée à la formation, en particulier des nouveaux élus, mais pas que des nouveaux élus, hein. Vous serez évidemment bienvenu, monsieur Malville ou d'autres, hein, du reste, quoique expérimenté. On démarre très bientôt, je crois, je ne suis pas sûr. Si c'est ça, on démarre dans quelques semaines, le premier module de formation. Vous serez informé très probablement, j'ai un doute en regardant Brigitte, mais je crois que vous serez informé en tout cas des programmes du programme qui sera proposé aux élus très prochainement. Des questions peut-être ? Oui, pardon, monsieur Malville. Oui, non, ce qui serait intéressant, c'est que nous fassiez passer par mail les formations de l'AMG. C'est-à-dire que vous allez recevoir tout un tas de formations là, dans les semaines qui arrivent, puisque tous les conseils municipaux vont être installés là d'ici 10 jours. Et à partir de ce moment-là, dès le mois de septembre, vous allez avoir pléthore de formations. Alors, on a pris contact avec l'AMG d'abord, déjà. Donc, voilà, on a pris contact avec eux et on en saura plus bientôt sur leur programme. Et puis, par ailleurs, en tant qu'élu, en tout cas moi à titre personnel, j'ai déjà reçu des offres de formation de la part de l'AMG et j'en reçois d'ailleurs depuis de nombreuses années. Très bien. Y a-t-il des questions ? Plus de questions ? Qui est contre ? Qui ne veut pas être formé ? Ça peut vous rappeler des mauvais souvenirs peut-être, l'école, la fac, non ? Ça va ? Ok, qui est contre ? Personne ? Qui s'abstient ? Personne non plus ? Super, c'est parfait. On a beaucoup d'unanimité ce soir, j'adore. Merci beaucoup pour la formation en général et la formation des élus en particulier. Autre point à l'ordre du jour. Alors, je m'excuse, j'avais une question sur la prime Covid, qui ne changera rien, notre vote, rien. Je voulais savoir si cette prime, elle a été discutée avec les syndicats des salariés au sein de la mairie. Le versement de cette prime est une question qui bien évidemment été abordée en comité technique et qui, sauf erreur de ma part, a reçu l'unanimité des représentants du personnel. C'est mon sens du dialogue social, monsieur Malville, est intact. Même en responsabilité, je reste farouchement attaché au dialogue social. C'est mon côté social-démocrate, ça, vous voyez, vive le dialogue. Bien. J'enchaîne donc sur un autre point à l'ordre du jour, le vote du compte de gestion 2019. Et si vous le voulez bien, monsieur Malville, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole à un double titre. D'abord parce que, et je le répète, vous êtes le vice-président de la commission finances. Et puis ensuite, accessoirement, parce que le budget 2019 dont il est question ce soir était celui que vous portiez avec votre majorité. Donc j'ai presque envie de dire que j'ai double raison de vous laisser présenter ce compte de gestion. Je vous laisse la parole, cher Frédéric Malville. Je vous remercie, monsieur le maire. La commission finances s'est réunie le 23 juin à 20h30 en présence de tous ses membres pour étudier l'ordre du jour de ce conseil, y compris le vote du compte de gestion et le vote du compte administratif. Alors, le vote du compte de gestion, je suis désolé pour les membres de la commission, je vais me répéter. Oui, ça va être long, je sais Serge. Donc, là, ce soir, on est là pour étudier quoi ? Voir si les chiffres du compte de gestion sont identiques au compte administratif. C'est tout. On n'est pas là pour faire un débat de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. C'est de regarder ensemble la sincérité des comptes. Est-ce que l'ordonnateur s'est trompé ou pas ? Est-ce que Valérie, en tant que comptable de la mairie, s'est trompée ou pas lors de ces enregistrements ? Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder le compte de gestion et les documents que vous avez reçus et de vérifier les montants pour voir si la correspondance est bien réelle entre ces deux chiffres. Alors, je reprends. Donc vous avez en page 1 l'intégralité des recettes. Aujourd'hui, nous avons en solde recettes en section d'investissement,
section d'investissement. Nous avions une prévision budgétaire totale de 2 865 000, titre de recettes émis 2 576 000, recettes nettes 2 576 373,47, et nous avons en dépenses 2 865 000, mandat émis 1 932 000, et nous avons donc un excédent de 643 775. Si vous prenez le compte administratif et que vous regardiez la page 4 du compte administratif, vous allez retrouver ces montants. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de regarder plus en détail ensuite le compte administratif, où vous avez beaucoup plus d'éléments à l'intérieur. Est-ce que vous souhaitez que je développe davantage le compte de gestion avez-vous des questions? Monsieur le maire, si vous voulez bien mettre au vote le compte de gestion, s'il vous plaît. Bien, merci Monsieur Malville de cette présentation. Je mets donc au vote le compte de gestion 2019 qui est contre ce compte de gestion, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. Ce compte de gestion est donc adopté. Autre point à l'ordre du jour, cette fois-ci la question du compte administratif 2019. Alors je sais c'est étrange d'aborder un compte administratif si loin dans l'année, mais c'est la crise sanitaire qui explique ce décalage. Je précise immédiatement que conformément à l'article L 2121-10-14 du Code général des collectivités territoriales, en tant que maire, je dois maintenant me retirer au moment où le compte administratif va être discuté et voté. Je vais donc me retirer quelques minutes de ce conseil et je propose au conseil municipal, que notre conseil siège provisoirement sous la présidence de M. Malville, toujours en sa qualité, si je puis dire, de vice-président de la commission finances. Et M. Malville, je vous laisse donc présider cette délib provisoirement et animer le débat, si débat il doit y avoir, autour du compte administratif. Je vous remercie. Alors on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Le compte administratif est composé à la fois d'une fonction d'investissement et une fonction de fonctionnement. Pour faire un lien avec la comptabilité générale, vous allez avoir la fonction de fonctionnement qui ressemble à un compte de résultat pour les gens qui font un peu de comptabilité ou un tout petit peu de finance, où vous allez retrouver les sections 6 et 7, qui sont des comptes des charges et de produits. Dans les sections d'investissement, vous allez retrouver les comptes de classe 2 qui vont correspondre à l'immobilisation en comptabilité générale. Donc je sais que les gens qui font de la comptabilité M14 n'aiment pas trop ce terme, mais on va plutôt retrouver le compte de résultat et le bilan, un bilan très simplifié dans la section investissement. Valérie, si je me trompe, vous m'arrêtez. Ce qui est intéressant en page 2 du budget communal, ce sont les informations générales qui vous sont données, et ce sont ces informations générales dont on parlera lors du débat d'orientation budgétaire. Ça donne en gros un point zéro de départ d'une mandature, ou le point final d'une fin d'une mandature. En page 4, vous allez retrouver l'exécution du budget. Alors, je reviens en page 2. Un point important, c'est le potentiel fiscal et financier de la commune, qui est aujourd'hui de 3 081 000, que vous allez trouver. Alors, si on doit travailler après pour la présentation du budget, on fera quelque chose de beaucoup plus ludique. On va travailler, parce que là, c'est un peu barbant, beaucoup de colonnes et beaucoup de chiffres, je vous le reconnais. Donc 3 millions, un potentiel fiscal à Ison de 3 081 400, qui représente 531 € par habitant. Ça, vous ne le trouvez pas dans les documents, c'est une division qu'il fallait faire. La moyenne nationale étant de 1 000 €, gros écart en fait entre la commune d'Ison et la moyenne nationale sur ce ratio. Toujours en page 2, vous allez retrouver une multitude de ratios avec une comparaison nationale. Mais ça fera partie vraiment du débat d'orientation budgétaire. Ce qui est important, dans la page 4, vous avez la totalité des sections. Section de fonctionnement en dépenses, 4 860 000 €. En recettes, 5 247 000. Section d'investissement,
1,9 million, 2,5 millions en recettes. Et là, on va retrouver en deuxième colonne les reports. Quand, au prochain conseil municipal, on va devoir répartir le résultat. Voilà, l'excédent, pardon. Ce report, on va choisir où le mettre. Est-ce qu'on en garde une fois pour la soif pour mettre en fonctionnement? C'est ce qui a été fait en 2018 pour 2019, 100 000 euros. Ou est-ce qu'on va tout répartir, plutôt dire tout ce qu'on a gagné en fonctionnement, on va le répartir dans l'investissement. Et le choix qui avait été fait, c'était de rajouter en section d'investissement en 2018 435 000 euros. Donc aujourd'hui, ça nous amène à un total de recettes, investissement, plus report, plus le fonctionnement, à 8 358 000 euros. Je m'excuse, j'arrondis, vous avez les résultats, vous avez le vrai résultat face à vous. En dépenses, nous avons 1 790 000 euros de dépenses. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons le reste à réaliser. Alors, reste à réaliser, c'est ce qui est à engager et qu'on va finir d'engager. Il y a 385 000 euros qui restent à engager, qui est financé, mais qui va être fait en travaux. Donc, au final, nous avons une section un total cumulé de 7 178 millions de dépenses au total pour des recettes qui se montent à 8 358 000. Dans les pages suivantes, vous allez retrouver en fait plus de détails. Alors, je vous rassure, on ne va pas regarder les 86 pages qui détaillent systématiquement. Plus les pages tournent, plus vous avez du détail qui vous est donné sur les dépenses et les recettes. Donc, quelques chiffres dans les charges de personnel qui sont de l'ordre de 2 241 000 euros. Et puis, on va avoir donc toujours un total de charges de 4 860 000 euros. Dans le total des dépenses d'ordre d'investissement, opérations d'ordre de transfert entre sections, 845 000 euros, ça correspond aux ventes de terrain. En recettes de fonctionnement, vous allez avoir les impôts et taxes, 2 456 000, et puis vous allez avoir tout ce qui va arriver, total de recettes, y compris produits exceptionnels. Et produits exceptionnels, c'est la vente de terrain, qu'on retrouve d'un côté en charge et de l'autre côté en produit. Avez-vous des questions? Alors, pardon, sur le fait de trop connaître. La présentation du tableau est toute simple. Vous avez d'un côté, vous avez les crédits ouverts, c'est ce qui a été voté. Deuxième colonne, vous avez les mandats émis, c'est ce qui a été réellement dépensé. Et vous avez le crédit annulé, c'est ce qui est la différence entre ce qu'on avait prévu de faire et ce qui a été réellement fait. Voilà. Avez-vous des questions sur cette fonction, sur la section de fonctionnement? Et vous avez la même présentation sur la section de fonctionnement en page 7. S'il n'y a pas de questions, avez-vous des questions sur la présentation du budget en termes généraux? Oui. On n'est pas régulièrement. Il vaut mieux qu'une commune soit régulièrement excédentaire. Voilà. C'est le conseil qu'il faut avoir. Comme une entreprise. Si elle finit si l'entreprise cumule des déficits, à un moment donné, elle ne pourra plus. Voilà. Alors, une commune doit être excédentaire, ce qui lui permet de minimiser l'emprunt par la suite. C'était le cas. Je n'ai pas connu la commune en déficit. Je regarde Valérie. Voilà. On reporte, en fait, on va reporter le gain, on va le reporter, ce qui permet de dire qu'on va, je donne un exemple, on sort 400 000 euros de gain en fonctionnement, on va le transformer en section d'investissement pour investir, faire des travaux et investir. Et ça permet de minimiser l'emprunt. Plus en fait on va sortir de fonctionnement, moins on aura emprunté. Avez-vous d'autres questions? La commission finance peut rajouter des points que je n'ai pas parlé. Serge, n'hésite pas.
S'il n'y a aucune autre question, vous avez certainement remarqué que ce document est complet. Vous avez le nombre de salariés au 31 décembre, vous avez l'intégralité des subventions qui sont marquées dedans, vous avez l'intégralité des dépenses aussi, ainsi que l'intégralité des taxes, qui permet de travailler et de proposer un nouveau budget. Si vous n'avez aucune question, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et vous pouvez rappeler Monsieur le maire. Bien, merci Monsieur Malville. Le compte administratif de la précédente majorité, du budget de la précédente majorité a donc été adopté sous la présidence logique de Frédéric Malville, et j'ai une pensée particulière ce soir, une fois encore, pour Anne-Marie Roux, que je salue bien cordialement. Autre point à l'ordre du jour, le vote des taux de fiscalité locale directe. On va parler impôts pour l'année qui vient. Il appartient donc au Conseil de fixer les taux des 2 taxes locales directes 2020, étant précisé que désormais nous n'avons plus prise sur la taxe d'habitation. Et donc dans le tableau que vous avez sous les yeux, l'indication, les précisions relatives à la taxe d'habitation sont là à titre strictement informatif. Nous n'avons plus prise sur cette taxe d'habitation qui, vous le savez par ailleurs, va bientôt, du moins est censé bientôt disparaître. Enfin bon, ce qui nous lâche d'une main, ils vont le reprendre d'une autre. Nous avons donc prise sur la taxe foncière relative aux propriétés bâties d'abord, et sur la taxe foncière relative aux propriétés non bâties ensuite. Je vais aller très vite, je vais faire très court. Conformément à nos engagements, aux engagements que nous avons pris pendant la campagne électorale, nous n'augmenterons pas, nous n'avons pas l'intention, à tout le moins, d'augmenter la pression fiscale. Et donc, je propose au Conseil de maintenir les taux tels qu'ils étaient l'année dernière, de ne pas y toucher. Évidemment, cette proposition peut faire l'objet d'un débat si, notamment, nos chers collègues de l'opposition souhaitent débattre sur ce sujet. En commission finance, je ne crois pas qu'il y ait eu de débat. Il y a eu un débat annexe, si je puis dire, qui concernait une exonération et un abattement, mais ce n'est pas un sujet qu'on va aborder ce soir. On pourra en parler plus tard en commission finance si vous voulez bien. Mais en tout cas, s'agissant du vote des taux, je vous propose donc de maintenir les taux tels qu'ils existaient en 2019, à savoir 22,12 pour la foncière propriété bâtie et 48,52 pour la foncière sur les propriétés non bâties, soit un produit fiscal attendu d'1,027 000 €, non inclus, donc je le répète, la taxe d'habitation, puisqu'on ne peut plus désormais comptabiliser la taxe d'habitation comme étant un produit fiscal attendu. Voilà. Par contre, je m'adresse à notre cher président. On attend la compensation, évidemment. On espère bien que cette suppression sera compensée dans un premier temps à l'euro près, et ensuite accessoirement qu'elle soit compensée de manière dynamique, c'est-à-dire en tenant compte de l'augmentation de la population, puisque qui dit augmentation de la population dit inévitablement augmentation des dépenses de fonctionnement. Et donc vous comprenez bien que si dans les années qui viennent on perçoit un produit correspondant à la taxe d'habitation qui était celui de 2019, il était très probable qu'en 2022 ou 2023 on ait plus d'habitants et que donc on ait plus de charges de fonctionnement. La crainte que nous sommes plusieurs à avoir, c'est que la compensation de la taxe d'habitation ne soit pas dynamique et donc ne soit pas calquée sur l'augmentation de la démographie de la commune, ce qui serait un vrai problème pour les services que l'on rend aux isonnés. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est un sujet qu'on aura très probablement d'ici un an. Voilà. Je reviens donc sur le vote des taux. Y a-t-il qui est contre la proposition consistant à repartir sur les mêmes taux? Personne n'est contre. Qui s'abstient? Personne ne s'abstient, donc je vous remercie. C'est donc la soirée de l'unanimité. C'est super, merci beaucoup. Ça me rappelle des conseils passés. Dernier point à l'ordre du jour qui concerne cette fois-ci le financement d'un nouveau centre d'incendie et de secours sur la commune de Saint-Loubès ou Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, tout à fait. Sur la commune donc de Saint-Sulpice, excusez-moi, j'avais un petit doute.
Le service départemental d'incendie et de secours, qui est une déclinaison, comme chacun sait, je crois, du conseil départemental, propose un projet de construction d'un nouveau centre de secours qui vise à rassembler sur un même lieu, donc à Saint-Sulpice et Camérac, les sites exigus et un peu passés des casernes en gros de Saint-Loubès et de Saint-Sulpice, le tout sur un nouveau site, sur une nouvelle caserne. Et puisque notre population est défendue par ces centres de secours, très logiquement, le département, la personne de Jean Hudlez et le SDIS d'une manière plus générale, nous demandent de participer financièrement à la construction de ce nouveau centre de secours. Alors l'enveloppe de travaux prévue pour ce nouveau centre de secours est d'un peu plus de 4 millions, 136 000 euros pour être précis, hors taxes. Et il est proposé qu'on répartisse à 50-50 la part prise par le conseil départemental, si je puis dire, par le service départemental d'incendie et de secours, et la part prise par les différentes communes qui sont défendues par les pompiers de ces deux casernes. Il reste donc 50% de 4 136 000 euros hors taxes à partager entre les différentes communes qui relèvent de ce centre de secours. Il existe 6 communes, Béchac, Izon, Montussan, Saint-Loubès, Saint-Sulpice et Camérac et Salbeuf. Et il est proposé à la commune d'Izon de participer à la construction de ce nouveau centre de secours au prorata de la population d'Izon telle qu'elle existait. Je crois que la référence c'est 2017-2018. Bon, peu importe. TGF 2019, très bien. Si donc on se cale donc au prorata de la commune d'Izon, il est attendu de notre commune qu'elle participe, qu'elle ait une quote-part de participation de 429 159 euros, soit 20% du montant des 2 millions et quelques. Et donc je vous demande ce soir d'abord d'approuver sur le principe cette contribution isonaise à la construction d'un nouveau centre de secours. Et j'imagine qu'ici tout le monde partage ma sensibilité au service de secours. Et je pense qu'il y a consensus pour dire qu'on doit absolument contribuer à cet effort, si je puis dire, pour nos bien-aimés pompiers. Donc d'abord, il faut qu'on s'accorde sur le principe. Et puis ensuite, s'agissant des modalités de cette participation isonaise à la construction de ce nouveau centre de secours, il est proposé 2 options. Et l'alternative est la suivante. L'option 1, c'est grosso modo la participation, disons, serait versée en 3 fois. Donc sur 3 exercices successifs, j'imagine. Donc vous faites 429 000 euros divisé par 3. Alors je crois que c'est un peu plus subtil, c'est 30% au départ, 25% ensuite et le reste à l'arrivée. Je crois que c'est ça. Première option, première possibilité. Et puis l'option 2, ce serait le SDIS qui emprunterait pour la totalité, le service départemental d'incendie et de secours, et ils devraient rembourser le capital et les intérêts à hauteur de notre quote-part sur 15, 20 ou 25 ans. Et je le dis tout de suite, suite à la commission finance, on a essayé d'en savoir plus, d'en savoir davantage sur les modalités de cette option 2. Et à ce jour, le SDIS est bien malheureux, mais à ce jour, le SDIS ne peut pas encore nous donner des précisions sur les modalités de ce remboursement. Sur le principe, il me semble qu'on peut tous être d'accord pour qu'ils ont contribué à la construction de ce nouveau centre de secours, tant les pompiers sont précieux. Sur le principe, je pense qu'il peut y avoir consensus. S'agissant des modalités, a priori, mais c'est un a priori, je privilégie plutôt, et c'était plutôt l'option de la commission finance, il y a eu consensus il me semble, on privilégierait plutôt l'option 2, c'est-à-dire que le SDIS emprunte et ensuite on les rembourse sur 15, 20 ou 25 ans, sous réserve évidemment que cette option 2, que les modalités retenues pour cette option 2 nous conviennent. Et je suis un petit peu gêné ce soir, c'est-à-dire que je vais vous demander en gros d'opter pour cette deuxième branche de l'alternative, tout en ne sachant pas exactement quelles vont être les modalités précises de cette option 2. Alors je vous propose d'abord de suivre l'avis de la commission finance, donc oui sur le principe et oui pour l'option 2, et par contre, je vous le dis tout de suite, je m'y engage, c'est-à-dire que je tiendrai informer le conseil municipal des modalités précises de cette option 2, des modalités précises de ce remboursement auprès du SDIS. Et si, lorsqu'on en discutera tous ensemble, si on estime que finalement c'est plutôt l'option 1 qui est plus avantageuse pour des raisons qui aujourd'hui, je vous l'avoue, m'échappent, hein. Mais on ne sait jamais, peut-être que demain notre position peut évoluer, à ce moment-là on reviendra sur cette délib et sans se dédire, c'est-à-dire toujours en étant fidèle à la parole donnée, c'est-à-dire on contribue sur le principe à cet effort, on optera alors pour une autre modalité de participation. S'il y a des questions, peut-être, Monsieur Malville, je vous en prie. Alors, j'ai une remarque.
En fait, il n'y a que des dépenses. Moi, je me pose la question de la valorisation des anciens locaux. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce qu'aujourd'hui, ils sont propriétaires de la mairie, des mairies, normalement, dont chaque commune avait participé à la construction. S'il y a une valorisation future de ces locaux, ça pourrait venir mettre de la moins-value, en fait, à ce que nous devons et à notre part. Je l'ai vu nulle part. Hein. Ça m'est venu après la commission finance, où quand j'ai étudié le document, je dis mais je ne comprends pas où sont en fait cette vente de locaux. Voilà. Donc, comme je sais que vous entretenez de bonnes relations avec le conseil départemental, il serait bon de leur poser la question et de leur dire si ces locaux sont valorisés à des promoteurs, parce que là où ils vont, là, par exemple à Saint-Loubès, là où c'est situé en plein centre-ville, ça ne vaut pas 50 000 €. Ça vaut quand même beaucoup plus. Si c'est vendu, autant le mettre dans le plan de financement en moins des communes. Voilà. Donc si par contre rien n'est fait, rien ne s'est fait. Mais je vous fais confiance sur la question qui sera posée au département. Vous souhaitez, pour dire les choses plus clairement, que j'aille voir le SDIS et que je leur dise ISON veut bien contribuer à cet effort, à hauteur de sa quote-part, de 429 000 €. Simplement, si les communes de Saint-Loubès et de Saint-Sulpice valorisent les bâtiments dans lesquels se trouvent aujourd'hui les casernes, je vous demande à ce moment-là une remise, c'est ça? En fait, je prends un exemple, si c'est valorisé 100 000, nous on a en 25%, et bien la commune elle va 25 000 € en moins à payer sur la base de l'emprunt, tout simplement. Alors, je vous propose, Monsieur Malville, de me faire une proposition, pas ce soir, parce que ce ne serait pas possible, il vous faudrait plus de temps que quelques minutes pour faire cette proposition. On en discute en commission finance si vous voulez, et si vous le souhaitez, je vous obtiendrai un rendez-vous auprès de Jean-Luc Glaise, et vous irez expliquer à Jean-Luc Glaise votre position. Je vous laisse libre de le faire. Je vous le dis tout de suite, je doute que ce soit bien perçu par les services du département, en tout cas pas par le SDIS, et votre idée, j'y avais bien pensé. Je ne vous cache pas que je me suis posé la question du devenir des casernes actuelles, mais je n'ai pas osé franchir le pas et en allant jusqu'à réclamer une petite remise au prétexte que Saint-Sulpice ou Saint-Loubès ferait une culbute sur ces locaux. Je vous avoue que mais c'est très personnel, hein, je ne l'ai pas soumis au Conseil, on en discutera collectivement évidemment, et en particulier en commission finance. Une fois qu'on en saura davantage sur la possibilité ou pas d'obtenir ceci, et si c'est possible, et bien écoutez, vous formulerez une proposition à Jean-Luc Glaise, et vous en discuterez avec lui. Moi si vous voulez, ça ne me remet pas en cause ce qui a été dit en commission finance, ni notre vote pour ce soir. C'est juste une pensée, je me dis, aujourd'hui on met de la dépense, et je ne vois pas de recette, tout simplement. Alors est-ce que ça finance la 50% pris en charge par le SDIS, et dans ce cas-là, autant qu'ils disent que en fait, ce qui sera vendu viendra, ça fait partie de la part du SDIS, et je le conçois amplement, sauf que là, aujourd'hui, qu'il marque, quoi, c'est tout. Très bien, je passe au vote cette délibération. S'il n'y a plus de remarques, qui est donc contre cette proposition, qui s'abstient? Pas d'abstention? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Et, sauf erreur de ma part, l'ordre du jour est épuisé. Moi aussi, du reste. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Pas d'annonce particulière à faire, peut-être? Non? Une date du conseil? Oui, pardon, Monsieur Malville? Oui, voilà, j'avais deux questions. La date du conseil, du prochain conseil, parce que les vacances commencent très très bientôt pour beaucoup. Et la deuxième question, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est prévu pour la fête locale. Alors, oui, deux sujets qui sont diamétralement, enfin qui n'ont pas beaucoup de connexité, sinon le mois de juillet. S'agissant du conseil municipal, il y a une date qui est a priori arrêtée, c'est la date du 28 juillet pour le vote du budget, donc
ce sera évidemment un conseil très très important. Ce sera un mardi 28 juillet. Il y aura peut-être un conseil avant, très probablement. Pardon. Oui, à vérifier, parce qu'il est peut-être possible qu'exceptionnellement l'on puisse tenir à la fois le DOB et le vote du budget, auquel cas on pourrait faire l'économie d'un conseil, mais ceci étant, conseil ou pas, je vous le dis d'entrée, le mois de juillet devrait être animé, en tout cas en tant qu'élu. Moi en tant qu'élu, je ne prendrai pas de vacances en juillet, je le regrette, mais voilà, il y aura pas mal de commissions sur différents sujets, qu'il s'agisse des associations, de la revitalisation du centre-bourg, que sais-je, enfin vraiment, il y aura pas mal de commissions. Si vous voulez, ce qu'on peut essayer de faire, peut-être si certains d'entre vous ont déjà prévu des dates, c'est que vous fassiez remonter vos dates dès demain, pour qu'on essaie d'éviter grosso modo ces semaines où certains d'entre vous seraient absents, mais je ne vous garantis pas que ce sera forcément possible. Je ne vous cache pas que le rythme est très soutenu en ce moment. Voilà. Ceci étant, j'ai bien conscience que chacun a des vacances et que chacun a des familles surtout, enfin la plupart, et donc ça peut être compliqué. S'agissant de la fête locale, il n'y aura pas de fête locale cette année à Izon. L'information a été transmise à plusieurs personnes directement concernées. Il n'y aura pas de fête locale à Izon pour des questions sanitaires, tout simplement. C'est un risque qu'on ne peut pas courir. Et le contexte fait que par prudence, on n'organisera pas de fête locale cette année. S'agissant du feu d'artifice, pour ceux qui tiennent au feu d'artifice, certains se posent la question de savoir s'il faut maintenir au moins ou pas un feu d'artifice. Je vous avoue que pour des mêmes raisons, toujours compte tenu du contexte sanitaire, ça me paraît à titre personnel imprudent. La décision n'est pas arrêtée, mais il est probable qu'il n'y ait pas de feu d'artifice cette année. On en discute notamment avec des collègues aux alentours, des communes alentours, et tout le monde est vraiment peiné en ce moment, mais c'est pas simple. Voilà, la décision n'est pas simple à prendre, mais a priori, il n'y aura pas également de feu d'artifice cette année. Donc ça veut dire que ce sera un mois de juillet spécial, terne. On essaiera de faire en sorte qu'il ne soit pas triste, en particulier pour la jeunesse. Et donc on va essayer de mettre en place certaines actions à destination des familles et en général et des jeunes en particulier. Mais voilà, s'agissant des grands événements type fête locale, ça nous paraît imprudent, voire interdit en fonction des contextes. Voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions. Y a-t-il d'autres questions peut-être? Profitez-en, il nous reste un peu de temps. D'autres questions peut-être, Monsieur Malville, Monsieur Boisseau, Mme Carrère? J'ai juste une remarque, je voudrais remercier la technique, puisqu'on a eu des très bons échos des personnes qui nous regardent, pour dire que c'était bien filmé, qu'ils entendaient bien, et je salue les personnes qui sont en direct ou qui le regardent en streaming. Voilà, merci. C'était donc la spéciale dédicace de Fredo Malville à l'attention de son public chéri. Monsieur Fred Malville a beaucoup de fans à Izon. Y a-t-il d'autres remarques du même acabit? Non? Bon, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.